Vol de votre cerveau, le casse du siècle, point d'interrogation. C'est le débat auquel vous allez assister aujourd'hui. On va rentrer un peu dans la technique aujourd'hui. On va faire un peu de philo, évidemment. On va faire un peu de neurosciences. Mais surtout, on va se poser la question de savoir si, je vais le dire à ma manière de journaliste, donc de manière extrêmement vulgarisée et très peu technicienne, le cerveau est la fameuse nouvelle frontière qu'on nous vante essentiellement d'ailleurs dans la presse magazine. Si ce cerveau, en tant que objet inanimé d'un point de vue purement visuel, est susceptible d'attirer les appétits du grand capitalisme de la Silicon Valley, et d'ailleurs pas que de la Silicon Valley. Et donc, pour répondre à ces questions et à bien d'autres, nous avons avec nous Albert Moukébert. Merci Albert d'être là. Albert Moukébert qui vient de publier un deuxième essai sur la question. Neuromania, le vrai du faux sur votre cerveau, chez Alary. Je le précise, j'imagine qu'il y a des gens de Alary dans la salle. Elle est là ? À côté. Un bouquin que je qualifierais de... Pardon, sympathique. Un bouquin sympa à lire. Non, mais je veux dire, on a là un neuroscientifique. Vous avez vu qu'il est quand même... il n'a pas une tête de neuroscientifique. C'est un bouquin de neurosciences qui, j'allais dire, qui est écrit à la cool. Tu me pardonneras encore, Albert. C'est un bouquin sympa. C'est pas seulement de la vulgarisation. Il a une manière d'emporter le lecteur qui est tout à fait roborative et qui, en tant que journaliste, en tout cas, permet de briller en société, j'allais dire, à peu de frais. 21,90 € quand même. Pourquoi Neuromania, Albert ? Parce que t'en as marre que le cerveau soit invoqué, convoqué à tort et à travers, qu'on lui fasse dire à peu près n'importe quoi, que ce soit en neuromarketing, que ce soit en implants neuronaux, que le cerveau, en développement personnel, évidemment, il y a des diatribes tout à fait assez ironiques dans ton bouquin, je dirais, contre l'utilisation abusive de la question des neurosciences, que ce soit en éducation ou effectivement en développement personnel. Et ce cerveau que tu chéris et dont la neuroscience est ton métier, tu veux le protéger, pas en tant qu'organe, mais en tant qu'objet, je dirais. Et on y reviendra tout à l'heure. Et puis, à ta gauche, pour une nouvelle culture de l'attention, dont Florian Forestier est le co-auteur. Florian, tu es docteur en philosophie, écrivain, beaucoup de romans. Je t'ai promis que j'allais les lire. Beaucoup de romans. Qui a écrit 2 romans dans cette salle ? Voilà, donc c'est beaucoup. Que faire de ces réseaux sociaux qui nous épuisent ? Donc, d'une certaine manière, le sous-titre donne le là un petit peu. Vous êtes 4 à avoir coécrit ce livre. Je précise que ce n'est pas chacun qui écrit son chapitre. C'est fluide tout au long de la lecture. Et puis, en tant que philosophe et un peu juriste quand même. Oui, un petit peu juriste. Bon, alors un petit... C'est le problème des gens intègres. C'est que moi, si on me demande si je suis juriste, je dis oui. Et lui, il est honnête. Alors, essentiellement philosophe et économiste aussi. Vous êtes, je rentre un peu dans la cuisine interne, mais vous vous êtes relus mutuellement et ce livre est d'une grande cohérence. Alors, hier, j'ai animé une conférence contre la cohérence, donc je fais attention, qui est, je dirais, un état de l'art sur la question de cette fameuse attention, qui est l'objet, là encore, d'énormément de convoitises. Et le fait d'avoir d'emblée parlé d'épuisement montre à quel point il y a là de la critique, mais j'aimerais bien aussi que que vous puissiez tous les deux nous dire ce qui peut ressortir d'intéressant dans tout ça. On n'est pas que là pour balancer des flèches ou des diatribes. Alors,
Je vais vous laisser rapidement la parole et éviter de m'éterniser dans cette introduction, mais pourquoi on parle de vol du cerveau? En quoi il y aurait un casse du siècle et en quoi finalement cette nouvelle frontière existe des appétits et pourquoi il faut se méfier, y compris des fantasmes qui sont liés à ça? Albert, peut-être une première réaction. Bonjour à tous et à toutes et merci d'être là. Donc pourquoi? Parce qu'on peut. En fait, notre attention a toujours été convoitée depuis toujours pour des raisons soit idéologiques, politiques, mercantiles. Le marketing n'a pas attendu à Internet pour émerger, ni les colporteurs, etc. Ça existe depuis toujours. C'est juste qu'aujourd'hui, avec les moyens technologiques qu'on a, on peut faire ça à très très grande échelle. Et donc, on peut récolter une masse de données où je peux savoir à quelle vitesse vous êtes en train de faire défiler votre écran, quand est-ce que vous cliquez, quand est-ce que vous ne cliquez pas, et cibler beaucoup mieux les mécanismes qui peuvent justement nous voler un peu notre attention ou nous épuiser. Donc c'est une continuité cohérente et logique de ce qu'on essaye de faire depuis toujours sans en avoir les moyens. Et aujourd'hui, les moyens sont tels que c'est devenu la balance, on va dire, bénéfices et effets néfastes, penche de plus en plus vers les effets néfastes. Mais donc ça veut dire qu'on pourrait considérer presque le cerveau comme un coffre-fort et que des individus malveillants chercheraient à fracturer? Je dirais peut-être pas comme un coffre-fort, mais peut-être comme un terrain qui est en compétition de plein de choses. C'est-à-dire on a un temps d'attention qui est limité. Si je suis concentré maintenant avec tout le monde, je ne peux pas être en train de regarder mon téléphone. On appelle ça le jeu à somme nulle. Notre attention est un jeu à somme nulle. Si je suis en train de me concentrer sur quelque chose, je ne peux pas me concentrer sur autre chose. Le jeu à somme nulle, c'est un peu comme un gâteau. Si je divise un gâteau, je vais vous donner des bouts, je ne peux pas avoir d'autres bouts. Alors que, je ne sais pas, la connaissance n'est pas un jeu à somme nulle. Si je vous partage le théorème de Pythagore, je peux le partager à tout le monde, ça ne l'enlève pas de ta tête. Et donc, c'est un jeu à somme nulle. Et donc, il y a une compétition sur qui va pouvoir happer le maximum de notre attention. Florian, votre ouvrage, et donc je dis le vôtre, mais le tien en l'occurrence, s'intéresse à précisément cette attention. On parle, on va y revenir peut-être d'un point de vue peut-être un peu scientifique, de dopamine, de sérotonine. En quoi notre cerveau est en permanence sollicité? Et question subsidiaire, et je crois que d'une certaine manière, vous y répondez tous les deux, question subsidiaire, est-ce qu'il est en réelle voie d'épuisement ou bien est-ce que ses capacités sont tellement exponentielles que d'une certaine manière, il faudrait simplement un temps d'adaptation? Eh oui. Vaste question. Peut-être deux mots, oui, le micro. Peut-être deux mots pour réagir à ce que tu as dit. Je pense que ce qui a vraiment changé et ce qui fait qu'on peut parler vraiment d'économie de l'attention maintenant, c'est il y a quelque chose en économie qui est très important, c'est l'idée de la notion de la ressource qui est limitante. Parce que c'est l'accès à la ressource qui est limitante, qui est rare, qui configure tout un système économique. C'est pour ça que le pétrole, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça que les ressources énergétiques, c'est quelque chose de très important, parce que sans elles, on ne peut pas... Non, mais je suis désolé, arrêtez de me... ouais. Je vais essayer avec le micro, mais sinon, mettez-le plus fort. Ouais. Mais... Donc, ça c'est un vrai débat. Ouais. Oui. Et c'est vrai que depuis toujours, l'attention est quelque chose que divers individus, divers systèmes ont voulu capter, mais avec l'ère numérique, on a de plus en plus d'objets, de biens qui sont qu'on peut facilement concevoir, qu'on peut facilement accéder. Et ce qui est devenu rare, ce qui est devenu difficile, c'est la capacité à attirer l'attention des gens. Et donc, la maîtrise de l'attention, c'est devenu non seulement un sujet parmi d'autres, mais c'est devenu un peu une sorte de cœur du système économique. Parce que celui qui a accès à notre attention, celui qui contrôle la façon dont notre attention s'oriente vers les objets, il contrôle un peu tout le système. Et donc l'attention, c'est devenu, alors l'analogie a ses limites, mais c'est devenu une sorte de nouveau pétrole. Parce que la lutte pour l'attention, elle détermine un peu toute l'organisation d'un système économique et politique. Et derrière, il y a une autre chose, c'est que l'attention, c'est pas, comme on essaie de le montrer dans le livre, c'est quelque chose qui est très très important pour à la fois
la modulation de notre expérience du monde pour notre expérience collective. Et plus elle est mobilisée de cette manière fine et systématique, et plus c'est l'ensemble de notre expérience du monde qui s'appauvrit et de notre expérience collective. Donc, à partir du moment où l'attention devient un terrain de bataille, ça a des effets extrêmement lourds à la fois sur la manière dont nous vivons et sur la manière dont nous vivons ensemble, sur la manière dont nous sommes capables de penser collectivement, de nous enrichir collectivement. Albert disait à l'instant qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois. Je caricature. Et pourtant, il existe un certain nombre de processus, de dispositifs de double écran, triple écran. On dit souvent les jeunes peuvent regarder la télé, en même temps scroller sur TikTok, en même temps être sur leur iPad et être sur une appli Il dit non. Bon, ben, alors que quoi? Non, ils le font Alors pas. moi, par exemple, mon fils, il fait ça. Qu'est-ce que tu peux lui répondre? Il est en train de switcher très vite entre les différents trucs qu'il est en train de faire. Il est probablement moins bon sur les trois. Mais si tu prends un jeune ou un vieux ou n'importe quel âge, tu mets devant un écran de télé, tu lui donnes un livre ou un iPad, il faut qu'il lise et qu'il regarde. Et après, tu lui demandes de restituer. Il n'a pas suivi tout le temps. Il a des trous et notre cerveau est très bon à boucher ces trous, à donner une illusion de multitâche. La seule manière de faire deux choses en même temps, c'est quand c'est deux choses qui ne nécessitent pas les mêmes ressources. Par exemple, je peux conduire, si je conduis depuis très longtemps, je peux conduire et discuter avec quelqu'un. Je peux écouter de la musique et faire de la cuisine. Mais je ne peux pas écouter de la musique et chanter une autre chanson et être à un concert. Ça devient très problématique. Je comprends. Et puis, quand le cerveau se met en mode multitâche, il y a plein de choses qu'il ne fait pas. Et en particulier, toute la capacité à établir de la concentration, à établir ce qu'on appelle l'attention profonde, elle est altérée. Donc, le mode multitâche, c'est quelque chose de coûteux. C'est quelque chose qui se fait au détriment d'autres fonctionnements qui sont fondamentaux. Est-ce qu'on peut revenir 2 secondes sur l'objet cerveau? Ouais, il y a quelque chose dans ton bouquin, Albert, qui évidemment tombe sous le sens, mais quand on lit, on se dit c'est vraiment con que j'y ai pas pensé avant. On peut, à l'observation d'un tibia, se dire cet os visiblement sert à se mouvoir. On sait que tel muscle actionne telle fonction. Et quand on fait, par exemple, quand on fait une autopsie, on sait à peu près où on en est dans le corps humain. Je vous mets un cerveau inerte sur une table de médecin légiste, on est bien emmerdé. Et est-ce que c'est de là que viennent les fantasmes autour du cerveau? On a le sentiment que c'est donc ce fameux nouvel Eldorado et qu'on va pouvoir en percer les secrets. Alors, en partie, c'est de là que vient le fait qu'on est resté très très longtemps avant de pouvoir explorer le cerveau. C'est-à-dire le cerveau fonctionne principalement sur des mécaniques électriques et chimiques, et on ne pouvait pas étudier les propriétés électriques du cerveau si on n'a pas découvert l'électricité. Donc il a fallu attendre le 16e, 17e siècle pour commencer à avoir des modèles, et il a fallu longtemps, genre le 20e siècle, le milieu du 20e siècle, voire la fin du 20e siècle, les IRM fonctionnels que vous voyez, c'est 1991, pour pouvoir étudier un cerveau sain. Parce que pendant longtemps, les seules études qu'on avait, donc de 1650, 1660 jusqu'à 1950-1960, toutes les connaissances qu'on a apprises sur le cerveau, c'était soit des personnes qui ont des AVC, qui reçoivent un trauma, qui ont une tumeur, etc. Mais un cerveau sain, on n'a pas accès dessus. Et donc, à chaque fois qu'il y a eu une nouvelle science, il y a eu des fantasmes autour. En préparant Neuromania, par exemple, j'ai découvert que quand on a découvert la radioactivité, on faisait du talc, de la poudre pour les fesses des bébés, radioactif au radium, en se disant ça va être super pour éviter les érythèmes et tout ça. Et donc on a créé ce qu'on appelle des bébés radium, des bébés qui avaient été exposés à de la radioactivité. Quand on a découvert l'électricité, on a électrocuté des éléphants, on a fait tout et n'importe quoi. Et donc ce serait naïf de croire que quand on va découvrir de nouvelles choses sur un mystère qui nous travaille depuis très longtemps, qui est notre psyché, parce qu'il faut séparer notre psychologie et notre cerveau, c'est pas une sorte d'appareillage un à un, que ça va pas subir des fantasmes, des mythes, de la mythologie même. On sait tous, on nous dit on n'utilise que 10% de notre cerveau, qu'on a des capacités cérébrales non utilisées encore, et donc derrière on peut vous vendre une sorte de décuplation, de libérer vos cerveaux, maîtriser votre neuroplasticité, etc. C'est dans la directe continuité avec à chaque science. Aujourd'hui on a les neurosciences, on a la physique quantique, on a l'épigénétique qui vraiment cristallise un peu ces fantasmes. Je t'en prie. Si je peux dire un mot, pendant assez longtemps aussi, une des manières
de commencer à étudier le cerveau, c'était de partir d'individus qui avaient des lésions extrêmement spectaculaires. Par exemple, il y a un cas qui était souvent discuté de quelqu'un qui avait eu son crâne traversé par une barre de fer et qui avait entraîné une altération vraiment de son comportement, de sa régulation Il y a émotionnelle. un schéma très bien fait Oui. dans le bouquin sur le clou. Mais justement, et donc ça donnait l'impression ou l'illusion que le cerveau était quelque chose de très 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 spécialisé, qui avait vraiment des fonctions très très spécialisées et localisées. Or, plus on étudie le cerveau en vie, en action, plus on se rend compte qu'il y a certes cette localisation, mais que le cerveau c'est un tout, et c'est un tout vivant, et c'est un tout vivant qui est inscrit dans un corps. Et le cerveau, ça fait partie du corps, ça fait partie d'un corps qui est en train de vivre et qui obéit à des mécanismes qui sont ceux de la vie. Le besoin de survivre, le besoin de se développer. Et je me permets une dernière petite incise à caractère médical, je dirais. Ça ressemble à quoi un cerveau? Parce que ce que tu dis aussi, c'est que même encore très récemment, on a cette espèce de vision du fameux hémisphère gauche qui va actionner la partie droite du corps, la partie droite qui actionne la partie gauche, et puis entre les deux, une sorte de membrane qu'on pourrait ouvrir un peu comme une poire, hein, comme une pêche. Tout ça est affreusement rudimentaire. À quoi ça ressemble un cerveau? À une sorte de noix molle qui a des sortes de trous beaucoup plus profonds que ce qu'on peut imaginer, un peu pliés, plein de plis, un peu comme une sorte de millefeuille. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est plus rose que ce qu'on imagine. Et c'est assez étrange de voir un cerveau pour la première fois. Et effectivement, il y a deux hémisphères, il y a le corps calleux entre eux, qu'on peut ouvrir un peu comme une poire. C'est pas très recommandé en général. Un abricot. Un abricot, mais c'est pas recommandé. Non, c'est pas recommandé. Mais Dans si Hannibal Lecter, je crois j'ai qu'il y a bien un truc compris, comme si ça. on ouvrait le crâne Ouais. et de quelqu'un qui est encore vivant et qu'on touchait son cerveau, il ne sentirait rien parce que c'est Non. pas du tout innervé. Il n'y a pas de Oui. capteur de douleur dans le cerveau. C'est pour ça d'ailleurs que quand on fait des opérations dans le cerveau, les personnes sont souvent réveillées parce qu'on veut qu'elles puissent nous raconter si on est en train de toucher quelque chose qu'on ne devrait pas toucher. Dans la Je sais deuxième pas partie. pourquoi tu nous poses cette question. Dans la deuxième en plus. partie dans la deuxième partie. Les gens sont venus parler d'attention et de réseaux sociaux. Mais c'est Et pour là, maintenir, c'est c'est pour capter leur on attention. part sur du Frankenstein. Non mais oui, parce que dans la deuxième partie du silence des agneaux, Hannibal Absolument. Lecter peut dévorer Merci, le cerveau de Florian. quelqu'un pendant qu'il est vivant sans qu'il s'en rende compte. C'est super la table ronde. C'est bien qu'on a tous déjeuné. Ah, mais sachant de quoi on parle, parce que je pense que derrière aussi, ça véhicule tous ces fantasmes. Alors, il y a énormément de menaces qui pèsent sur ce cerveau. Peut-être que la première d'entre elles, c'est la méconnaissance. Et c'est l'idée que c'est clairement une boîte à fantasmes et qu'on peut s'en servir comme une boîte à outils en réalité. Et c'est cette fameuse neuromania, Albert, qui s'empare de nos sociétés. Comment y mettre un holà à part écrire un bouquin? Je pense qu'il faut comprendre les motivations de la neuromania. Et souvent, les motivations, il y en a deux principales. Soit c'est pour des motivations mercantiles. Je vais vous vendre une manière de booster votre neuroplasticité. Je vais vous aider à utiliser plus que 10% de votre cerveau. Je vais vous faire un test pour savoir si vous êtes plutôt cerveau gauche, donc créatif, analytique, ou si vous êtes cerveau droit, plutôt matheux ou analytique. Je me suis trompé, mais de toute façon, c'est pas vrai, donc on s'en fout. Et après ça, tu critiques mes questions. Non, mais c'est pas vrai, donc c'est pas important. Et la deuxième raison, je pense qu'il y a celle qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, c'est une vision plus idéologique, c'est-à-dire si moi je peux ramener tout au cerveau, et donc ignorer le corps et surtout ignorer le contexte, c'est l'idée un peu que je développe dans ce livre, on appelle ça en sciences cognitives la cognition incarnée, c'est que ma pensée ne vient pas juste de mon cerveau, je ne suis pas juste mon cerveau, je suis un cerveau dans un corps, dans un environnement. La neuromania appliquée à l'idéologie, par exemple, à l'économie de l'attention, c'est de dire, en fait, si on est tout le temps collé à nos téléphones, en fait, ce serait le fait de notre cerveau. Principalement, ce qu'on invoque, tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est la dopamine. On veut de sucre de dopamine. Et ça crée une sorte de surresponsabilisation de l'individu et ça permet une invisibilisation des facteurs corporel. Donc, quand on est sur notre téléphone, on est sédentaire, et ça joue aussi sur notre cognition et sur notre capacité d'agir, et contextuel, la fameuse architecture de l'attention, l'architecture du choix, l'éditorialisation des contenus par les algorithmes, la question des données personnelles, qui les utilise, la question de pouvoir savoir comment est-ce qu'on est en train d'utiliser nos engins, où est-ce qu'on est, la vitesse avec laquelle on défile, mettre un scroll infini sur Netflix, faire en sorte que l'épisode d'après démarre tout seul. Tout ça va être mis dans une petite boîte et on va dire
c'est le cerveau, on veut juste des petits sucres de dopamine et c'est tout. Alors que quand on regarde dans les faits, c'est beaucoup plus complexe. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux souvent sont plus angoissés que heureux. Moi, quand je défile sur mes réseaux sociaux, je vois que des nouvelles terribles et horribles. Et c'est rare que je me dise ah ouais chouette, il y a eu un nouvel attentat aujourd'hui. C'est pas vraiment un truc de dopamine, mais ça permet une sorte de surresponsabilisation de l'individu, voire même de son cerveau, et une invisibilisation des facteurs plus politiques, idéologiques, socio-économiques, etc. Alors, il vient de faire le résumé de mon livre, en fait. C'est ça, c'est tous les chapitres. Alors, du coup, moi, je n'ai pas suffisamment lu le sien pour faire la même chose. Mais, Ok, on va s'arrêter là. Il faut savoir, non mais pour être honnête, il faut savoir quelque chose, c'est que je triche un peu parce que Oui. dans les co-auteurs, il y a Mehdi Kabassi qui est un collègue à moi, donc on parle de ça toute la journée. Donc, oui, il a un cheat code. C'est ça. Mais non, notre idée, alors pour le coup, j'essaie de rebondir, mais alors d'une part, c'était de donner un peu un... Tu vas parler en premier la prochaine fois, Oui. comme ça c'est celui qui rebondira. On essaie d'une part de donner un panorama complet déjà de la manière cognitivement dont fonctionne l'attention. Déjà en essayant de dire, mais qu'est-ce que c'est que l'attention? Comment est-ce qu'on peut, sinon la définir, du moins la caractériser? C'est une fonction justement qui fait le tri, qui fait que comme le cerveau ne peut pas tout traiter à la fois, comme il y a un certain nombre d'activités qui demandent du tri, de la priorisation, l'attention, ça fait ça entre autres. Ça fait beaucoup d'autres choses aussi. L'attention, c'est ce qui permet de rendre cohérente l'ensemble de notre expérience subjective. Il y a une forme de modulation générale de notre expérience qui lui donne une intégrité, une complétude. Ensuite, ce qu'on décrit aussi, c'est que l'attention n'a pas de sens, en tout cas pour un être humain, d'en parler pour un individu seul. C'est toujours quelque chose de collectif. D'une part parce qu'elle se développe de manière très très fortement liée aux interactions avec autrui. Alors il y a tout ce qu'on appelle les modes d'interaction, d'attention partagée ou conjointe. Alors ça passe par le regard, mais pas que, c'est-à-dire regarder le même objet, pas forcément en même temps d'ailleurs, entendre le même son. Il y a tout un aspect très très fort de l'attention qui se développe de manière partagée. Et l'attention, à la fois, elle est boostée par cette intersubjectivité et en même temps, elle la booste. Il y a vraiment un effet positif de renforcement entre l'attention et l'être en commun. Et ensuite, elle est sociale. Parce que ce n'est pas simplement des interactions entre des individus comme ça, c'est des interactions entre des individus, mais qui ont chacun des caractéristiques sociales. Parce que l'attention, elle est inscrite dans beaucoup d'autres choses. Il y a des tendances à l'imitation, il y a des tendances à l'imitation corporelle, à l'imitation posturale. Donc c'est vraiment très très important parce que c'est par là qu'on est des êtres sociaux, mais sociaux au sens fort, sociaux au sens où on partage une culture. Ensuite, ce qu'on essaie d'écrire, alors je fais un peu un tunnel, c'est d'une part la manière un peu précise dont le marketing va utiliser plus ou moins rigoureusement, de manière plus ou moins sérieuse, les connaissances qui viennent des sciences cognitives et du cerveau pour mobiliser l'attention. Parce que l'attention, elle a des façons de fonctionner, elle a des biais, elle est mobilisable, et plus on la comprend, plus on comprend pas forcément ces mécanismes et comment on comprend les activer, plus on peut la manipuler. Quelles sont les conséquences politiques et sociales, puisque nous sommes des êtres sociaux, des êtres politiques, des mammifères politiques, comme dirait l'autre. Quelles sont les conséquences, dans un premier temps, néfastes, Florian? C'est le décrochage du réel, c'est l'épuisement, le burn-out, c'est la séparation des individus à l'égard des autres. Quel est le principal danger? Je pense qu'il y a vraiment plusieurs catégories de dangers. D'une part, il y a un danger qui est vraiment de nature économique, mais du coup immédiatement politique, parce qu'à partir du moment où l'attention est une forme de pétrole, si quelques entreprises ont la capacité non seulement à la capter, mais à déterminer qui y a accès et comment, ces entreprises ont une position de pouvoir gigantesque, parce que derrière, elles ont le contrôle de quasiment tout le système économique. Là, c'est le cas de ce qu'on appelle les GAFAMI. Aux États-Unis, c'est quelques entreprises, c'est 6 ou 7 maintenant, même en termes de capitalisation boursière, elles sont monumentales. Chacune de ces entreprises pèse plus que tout le CAC 40 français. Donc il y a déjà un énorme niveau de concentration, non seulement économique, mais de pouvoir, parce que ces entreprises ont la capacité à organiser tout un système jusque dans son mode de fonctionnement fin, premièrement. Ensuite, du point de vue maintenant des relations sociales, ce qu'il y a, c'est plus l'attention est capturée, mobilisée de cette manière-là, plus les relations sociales risquent de s'appauvrir. Parce que plus l'attention est enrégimentée d'une certaine manière, plus les gens sont, pour le dire facilement, plus les gens sont
transformés en automates. Moins ce qu'ils intériorisent, ce qui vient de l'extérieur est intériorisé de manière riche. Donc plus ce qui permet la relation avec autrui devient faible, s'atrophie. Et donc, au fur et à mesure que l'attention est capturée, c'est la richesse des relations sociales qui s'épuise. Parce qu'il y a quelque chose qui est fondamental quand on parle de société. Ce n'est pas simplement des individus qui se parlent, c'est des individus qui sont tenus ensemble par une culture, c'est-à-dire par l'intériorisation d'idées, l'intériorisation de mots. Et c'est cette intériorisation-là qui fait que quand je rencontre quelqu'un, je peux lui parler, on peut s'individuer l'un l'autre, on peut enrichir l'un l'autre la compréhension qu'on a, pas simplement de l'autre, mais de nous-mêmes, de ce qu'on pense, de ce qu'on voudrait penser, de ce qu'on aimerait penser. Et plus cette capacité-là, elle est remise en cause, plus nos relations sont pauvres. Et donc, d'une part, plus nos vies elles-mêmes sont pauvres, et plus les sociétés sont menacées. Donc ça pose un problème démocratique oui, de fait. Évidemment, parce qu'à partir du moment où la conversation collective devient plus faible, les idées qui circulent, les idées qui sont plus faibles, donc il y a polarisation, donc il y a beaucoup plus facilement démagogie, donc la société est beaucoup plus éruptive, beaucoup plus viscérale, tout le monde pense dans son coin, tout le monde surréagit à tout, on ne fait plus vraiment société, on est une espèce d'agrégat d'humains bagarrant les uns contre les autres. Alors, en même temps, j'ai un peu l'impression, peut-être que c'est parce qu'on est entre nous et donc on est plongé dans nos propres biais, disons, politico-intellectuels, pour le dire vite. J'ai l'impression que malgré tout, on se rebiffe, on organise des débats, on se dit merde, on est en train de fracturer notre cerveau. En tant que parents, on fait super attention à ce qui se passe à l'égard de nos enfants. On se pose des questions de contingenté, par exemple, l'usage des réseaux sociaux et des téléphones portables. Est-ce que tout est foutu, Albert, pour autant ? Je ne peux pas dire oui, de toute façon. Tu dis ce que tu veux. Oui et non, oui. T'as dit quoi, Floride ? T'as dit oui depuis... Non, j'ai dit oui depuis toujours, mais donc, dans le sens où on va tous mourir, mais pas forcément immédiatement et en même temps. Et notre cerveau va être mis sur une table et tout. Alors, je vais vous poser la question après sur l'immortalité, parce qu'il y a question quand même. Tout est foutu, oui et non. En fait, ça dépend ce qu'on veut faire. Mais le constat que faisait Florian et le constat qu'on doit faire, c'est que un des effets néfastes, c'est surtout un concept qu'on appelle agentivité en sciences cognitives. L'agentivité, c'est notre capacité à gérer comment on veut vivre nos vies. En gros, tout simplement. Plus on a de l'agentivité, plus on a une maîtrise de comment on vit nos vies, et moins on a de l'agentivité, moins on a une maîtrise de comment on vit nos vies. Et en général, pour augmenter nos agentivités, on organise les sociétés de telle manière à ce que chaque individu puisse avoir une agentivité autant que possible. Parce qu'encore une fois, je suis un cerveau dans un contexte, et on est habitué à penser, en fait le problème c'est qu'on est habitué à penser dans notre cerveau et dans notre tête ce qu'on appelle de la causalité linéaire, c'est-à-dire A cause B, B cause C, C cause D, etc. On appelle ça une chaîne causale, genre des causes et des conséquences. Alors que nous, en tant qu'être incarné, donc en tant qu'être dans un corps, dans un contexte, on fonctionne sur ce qu'on appelle des boucles de rétrocontrôle, c'est-à-dire A cause B, B cause C, mais C influence sur B, et C influence sur A, et A influence sur C. Et donc c'est une sorte de boucle perpétuelle depuis notre naissance jusqu'à notre mort dans laquelle on baigne. Mais est-ce que tout est foutu ou pas ? En fait, c'est foutu, oui, parce que les moyens qui sont à disposition de ces plateformes est vraiment immense. Moi, je faisais partie, par exemple, du panel d'experts du CSA pour la lutte contre la désinformation en ligne. Et donc, quand on va faire des auditions des représentants de Facebook, de Instagram, de TikTok, de Snapchat, etc., les GAFAM. GAFAMI, tu dis. GAFAMI. Le I, c'est quoi ? Alors, attends, c'est qui le I nouveau ? Non, comment elle s'appelle d'ailleurs la toute dernière là, OpenAI. Ouais, non, celle qui a dépassé toutes les autres en capitalisation boursière, là, celle qui fait de l'IA justement. Oui, OpenAI. Non, non, c'est Nvidia. Voilà. Nvidia qui fait les puces. Ça, c'est les processeurs. Oui, ouais. mais Ouais. Bon, bref. Vous allez me googler tout ça et vous nous donnerez la réponse. En gros, les GAFAMI OpenAI, okay. si on veut, sont puissantes. Sont puissantes et parfois défient les États. Par exemple, quand l'Australie a dit il faut payer une part à nos journalistes parce que vous êtes en train de pomper leurs articles à Facebook, Facebook a dit ok, on va juste interdire tous les sites .com.au
de notre site, le trafic des sites de journaux en Australie a chuté, et puis l'État australien a dit on s'excuse, juste remettez-nous. On ne veut pas que vous nous arrêtez. Donc il y a un gros pistolet problème. sur la tempe. Là, hein. Il y a un gros problème de rapport de force. La majorité de ces entreprises ne sont pas françaises, encore moins européennes. Donc comment est-ce qu'on va lutter face à ça? Et surtout, il y a encore une fois cette notion des données. C'est-à-dire, il y a une sorte d'opacité des algorithmes qui n'existe quasiment dans aucune autre industrie. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. C'est-à-dire, ces industries vont se dire il faut le secret industriel. Et ils ont raison, chacun a le droit d'avoir un secret industriel. Maintenant, imaginez qu'on fait ça avec une autre industrie, l'industrie de l'alimentation. McDo, pour ne citer que McDo, ils ont leur sauce secrète de Big Mac. Ils peuvent dire c'est une sauce secrète. C'est le principe d'une sauce secrète, c'est qu'on ne vous dise pas il y a quoi. Mais il y a des agents de l'État, de la santé, qui peuvent aller dans les cuisines de McDo et dire on ne veut pas savoir c'est quoi la sauce, mais vous êtes obligé de nous dire qu'est-ce que vous mettez dedans. Si vous êtes en train de mettre de l'arsenic dedans, moi j'ai besoin de savoir pour pouvoir protéger mes citoyens. Donc il y a une sorte de niveau de transparence qui est exigé de tous les restaurants, que ce soit la formule secrète du 7-Up, les épices du KFC, la sauce secrète du McDo ou la sauce secrète de l'entrecôte. Ou la recette du Coca-Cola. Ou la recette du Coca-Cola. C'est secret, mais l'État, les agences de santé savent qu'est-ce qu'il y a dedans. Le problème aujourd'hui avec les algorithmes, c'est que ces boîtes veulent une opacité totale. Nous, on n'est pas en train de demander, genre, rendez les algorithmes transparents, on est en train de dire, il faut que vous nous disiez au moins dans quelle direction ça part. Parce que si votre algorithme, il est en train de montrer à tout le monde les 3 vidéos de chats qui existent sur Internet et d'invisibiliser les millions de vidéos de chiens, nous, on a besoin de le savoir parce que ça, c'est en train d'impacter l'agentivité de mes citoyens. Comment est-ce qu'ils votent? Qu'est-ce qu'ils achètent? Les activités qu'elles ont envie de faire? Est-ce qu'elles veulent faire de la natation? Mais vous êtes en train de mettre une sorte de voile. Personne ne sait qu'il y a la piscine et tout le monde est en train d'aller faire, je sais pas, du paddle. Et donc, c'est important. C'est pas dans le livre. Hein. On sait pas. C'est de l'impro pur. Oui. Non, c'est pas dans le livre ça, mais c'est pas grave. Et donc derrière, c'est important de réaliser qu'il y a un problème sur ça. Et si on revient sur le livre, le problème avec les données du cerveau, c'est qu'aujourd'hui, nous, en tant que chercheurs, toutes les données de cerveau qu'on a, c'est des gens qui sont principalement dans des laboratoires. Toutes les données d'IRM, c'est des personnes qui sont allongées dans une machine, dans un laboratoire. On n'a pas d'IRM portable. Donc, on n'a aucune idée de ce qui se passe dans vos cerveaux quand vous êtes en train d'assister à une conférence, quand vous êtes en train d'aller à un rencard ou à un resto ou que vous êtes en train de discuter avec vos potes. Petit à petit, on est en train de voir des casques portables qui sont en train d'émerger. Des casques audio qui ont des capteurs EEG, les Neuralink de Elon Musk, on pourra en reparler, on va en parler, etc. Et la question devient, à qui appartiennent ces données? La science a toujours fonctionné de manière ouverte. Il faut une libre circulation de la connaissance pour qu'on puisse mettre plusieurs cerveaux pour paradoxalement comprendre comment fonctionne le cerveau. Et aujourd'hui, on a une connaissance complètement morcelée et c'est une réponse d'agentivité qui doit être à une échelle politique, étatique, voire européenne pour nous, pour pouvoir essayer de faire en sorte que tout ne soit pas foutu. Mais pour le moment, tout est foutu. Tu souscris? Partiellement, plus ou moins. Je pense que oui, mais pas forcément de la manière dont on l'imagine. Il y a quelque chose qui intéresse beaucoup les historiens en général, c'est de se dire les gens ont tendance à être obsédés par le mal passé, ce qui les rend aveugles au mal qui vient. Alors, il y a un exemple qui n'a rien à voir, mais qui est celui de la Révolution russe, où une partie des révolutionnaires étaient obsédés par l'exemple de la Révolution française. Donc, ce dont ils avaient très peur, c'est qu'un général victorieux, donc l'équivalent d'un Napoléon, arrive et prenne le pouvoir. Et donc, ils avaient très peur de ça. Donc, celui qui ressemblait le plus à ça, qui était Trotsky, ils en avaient tous peur, et personne n'a vu venir Staline. Et de la même manière, en fait, on a tendance, assez souvent, on a tendance à avoir peur, mais il faut faire attention à bien situer la menace. Je pense que le fait d'avoir l'impression que tout est foutu, qu'on devient tous bêtes, tout ça, c'est finalement assez dangereux parce que je pense que la menace est souvent plus subtile et s'insinue un peu entre les lignes. Du point de vue déjà général de la régulation, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que malgré tout, peu à peu, une certaine forme de régulation va émerger. On voit qu'il y a de plus en plus d'appels. L'Europe est assez puissante là-dessus, enfin l'Union européenne. Mais même aux États-Unis, il y a des voix qui se portent autour de ça. Cette régulation, elle commence aussi à émerger parce que maintenant, il y a aussi des entreprises chinoises, en particulier TikTok, qui sont très actives là-dedans, ce qui fait que les États-Unis commencent à avoir intérêt à réguler. Donc, le cadre général presque de la guerre économique va aussi inciter à une certaine forme de régulation. Il y a beaucoup de gens qui commencent à dire qu'il faudrait qu'il y ait une régulation
dans le domaine des données qui ressemble à celle qu'il y a dans le domaine bancaire, donc qui permet par étapes successives d'arriver à une connaissance des données. Bon, ce qui fait d'ailleurs qu'un des dangers dont on parle moins, c'est que les grands États, petit à petit, remettent la main pas forcément sur les entreprises, mais remettre la main sur le numérique. Il y a une forme de rebalkanisation de l'Internet et du web. Et finalement, ce n'est pas seulement du capitalisme sauvage, ça devient du capitalisme en cheville avec des intérêts étatiques. Et les régulations, elles sont arsenalisées. Et il y a de plus en plus de lois qui sont à la fois des lois de contrôle, mais des lois de contrôle qui donnent aussi pouvoir sur les citoyens. Donc moi, je me dis, il y a un risque comme ça intermédiaire qui est une régulation petit à petit va émerger, il va même y avoir sans doute une compétition de régulation mondiale. Cette régulation, elle pourrait très bien être influencée par des modes qui viennent plutôt de la régulation des armes de la guerre. Et je pense qu'un des combats, ça serait de faire en sorte que si on pense à la régulation du numérique, il faut qu'elle soit mondiale, il faut qu'elle ressemble à la régulation, il faut qu'elle ressemble plus à la régulation climatique, il faut qu'elle ressemble plus au GIEC qu'au contrôle des armes nucléaires, quoi, qui est... Le climat qui est aussi foutu. Hein. Ouais, oui. Mais c'est pas possible ce garçon. T'as quel âge, Albert? Je pense que c'est même ça. Non, mais 42? Non, mais c'est de ça qu'on va mourir. Hein, c'est du changement climatique, c'est pas du numérique. Oui. Bon, mais vous n'êtes pas là pour ça. Il y a des solutions technoscientifiques tout à fait efficaces. On en reparlera avec Aurélien Barraud tout à l'heure. C'est ça, oui. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur... Au-delà de l'attention, et tout à l'heure, je faisais semblant de te reprendre, je ne me serais pas permis pour de vrai. À propos de la question de l'immortalité, bon, vous connaissez toutes ces œuvres de science-fiction qui consistent à se dire que, alors parfois c'est totalement pourri, il y a notamment un film qui me vient en tête avec Johnny Depp qui s'appelle Transcendance. Vous voyez ce film? Un gros navet, mais hyper intéressant d'un point de vue conceptuel. Où en gros, Johnny Depp parvient, avant de se faire assassiner par des Khmers verts, à télécharger son cerveau dans un super ordinateur. Et puis alors ensuite, ça, en tant que gros nanar, c'est intéressant parce que sa conscience flotte dans l'Internet mondial et il finit par devenir une sorte de puissance omnisciente qui prend le pouvoir sur l'ensemble de l'humanité. Néanmoins, au-delà de ces fantasmes-là, il y a des milliards et des milliards de dollars qui sont investis, qui par Apple dans les nouveaux AirPods qui sont supposés saisir les fréquences cérébrales et puis potentiellement, dit-on, de lire dans les pensées. Tu parlais de Neuralink, donc la petite puce intégrée de Elon Musk. 140 puces. Ok, bon, j'en ai pas moi-même. Donc, mais bon, c'est quand même concret tout ça. Il se passe des choses. C'est de l'industrie. Oui, mais il ne se passe pas grand-chose. En fait, c'est que du business. C'est plus du marketing de la science-fiction, pour plein de raisons. La première raison est vraiment de la connaissance. C'est que la majorité de ces postulats que tu viens de décrire partent du principe que je suis mon cerveau. Aujourd'hui, on n'est pas... Genre, si demain, quelqu'un prend le cerveau de, je sais pas, Michael Jordan et le fout dans le corps d'Albert Moukébert, je me pète le genou au bout de 2 pas. On n'est pas un cerveau. En fait, on a remplacé un dualisme. Tu vas juste devenir arrogant et alcoolique. Et me casser la gueule. Et te casser la gueule. Mais en fait, on a tendance à... On a dit on a abandonné les modèles dualistes du corps et de l'esprit. Mais en fait, on a juste remplacé par un autre dualisme qui est le corps et le cerveau. Mais on n'est pas notre cerveau. On est un organisme vivant en interaction avec son monde. Et donc, cette notion de pouvoir télécharger notre conscience, uploader nos souvenirs dans le cloud, etc., c'est vraiment... On n'est même pas commencé des prémices de savoir déjà où sont les souvenirs pour pouvoir faire un peu ça. Et ça, en l'occurrence, c'est dans le livre. De comment est-ce qu'on n'est pas vraiment un cerveau. Ce que Neuralink fait et que ça marche très bien, parce qu'ils font des choses qui sont bien, c'est des choses qu'on connaissait déjà. C'est-à-dire des casques EEG qui peuvent permettre de faire des interfaces homme-machine pour qu'une personne paralysée puisse marcher ou interagir avec un ordinateur. C'est des choses qu'on fait au CNRS depuis plus de 15-20 ans. C'est juste que Neuralink ont le budget sur 1 an de je ne sais pas combien de temps d'une équipe d'un laboratoire du CNRS. C'est peut-être 100 ans du budget d'une équipe au CNRS. OpenAI, Neuralink, ou OpenAI d'ailleurs, l'ont en même pas 1 an. Donc il y a des applications qui peuvent être intéressantes, mais le truc hyper transhumaniste de on va mettre notre conscience et on va décupler notre cerveau, etc., c'est vraiment, il n'y a aucun lien avec ne serait-ce qu'un balbutiement du réel. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas dangereux, parce que, encore une fois, on revient à cette notion qui est les données.
cérébrales. Et ça, c'est quelque chose de très important. Vu que notre cerveau est ce qu'on appelle un organe dépendant du contexte, donc votre cerveau change selon où vous êtes. Tout ce qui touche au cerveau est dépendant du contexte. Si vous prenez un Doliprane ici, chez vous ou dans le train, le Doliprane agit relativement de la même manière, vous allez avoir moins mal. Mais si vous vous adonnez à être ce qu'on appelle des psychonautes, donc vous prenez de la LSD ou des champignons hallucinogènes ou de l'ecstasy par exemple, des drogues psychoactives, ici à une conférence ou à une rave party dans une forêt ou chez vous à la maison, vous allez avoir 3 effets complètement différents parce que le cerveau est dépendant du contexte. Et ces données cérébrales dépendantes du contexte sont hyper importantes pour qu'on puisse comprendre comment on fonctionne. Et la question devient, demain, Neuralink, les données, est-ce qu'il va y avoir des régulations pour les données cérébrales qui sont complètement différentes des régulations pour l'IA ou pour les réseaux sociaux? Ça, c'est un challenge qui va être très, très, très important pour notre capacité à pouvoir savoir qu'est-ce qui va être possible de faire. Mais pour le moment, aujourd'hui, la majorité du temps, quand on parle de booster votre mémoire, télécharger votre conscience, machin, tout ça, c'est de la science-fiction. Comme on dit, des nootropes. Les nootropes, c'est encore autre chose. Donc, les nootropes, c'est des substances qu'on peut prendre qui peuvent moduler notre activité psychique, donc même pas nécessairement cérébrale. Et aujourd'hui, je pense qu'ici, au moins 95-99% d'entre vous ont pris un nootrope, le café. Le café est un nootrope, le thé est un nootrope, et il y a des nootropes plus médicamenteux, comme certains médicaments d'ailleurs qu'on donne dans le cas de troubles de l'hyperattention, qui peuvent par exemple moduler notre capacité à ressentir la fatigue. Donc on ne se sent plus fatigué, donc on se sent plus concentré. Mais ce n'est pas vraiment les ressources cérébrales qui vont être augmentées, mais plutôt notre perception, ce qui est très important, parce qu'on parle beaucoup du cerveau, mais on oublie que dans le cerveau, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de pensée. Il y a des neurones qui sont en train d'avoir une activité électrochimique. Nos pensées, nos émotions sont ce qu'on appelle une propriété émergente. C'est un autre niveau explicatif. Par exemple, on parle d'attention depuis tout à l'heure. On peut très facilement faire cette table ronde, parler de l'attention pendant des heures, sans jamais parler du cerveau. Parce que notre attention est une fonction de notre cerveau. Le substrat biologique n'est pas très important. Ce que j'explique dans le livre, c'est comme si pour comprendre un accident de voiture, vous vous intéressez aux atomes de la carrosserie. C'est pas là que ça se joue. Est-ce qu'il y a du verglas sur la route? Est-ce que le conducteur était saoul? Est-ce qu'il a grillé un feu rouge? Évidemment, les atomes sont impliqués. Ils se sont pris l'accident en pleine gueule. Mais c'est pas là que ça se joue. De la même manière, comprendre comment est-ce que j'ai fait un burn-out parce que je bosse pendant des heures infinies tous les jours. En fait, le cerveau, c'est pas le bon niveau explicatif. Donc, on va juste faire cette neuromania parce que les neurosciences ont cette vertu. On appelle ça l'allure séduisante des neurosciences. Parce que si je veux vous expliquer quelque chose, et je vous l'explique de 2 manières. Dans un des scénarios, je ne vous donne pas d'informations neuroscientifiques. Et dans la deuxième, je vous mets une activation cérébrale. Même si cette activation cérébrale ne correspond à rien, vous allez juger la deuxième explication comme plus pertinente. Donc beaucoup de gens juste saupoudrent des neurosciences pour se donner une sorte de vernis de sérieux qui souvent ne sert à rien. Il a utilisé tout son temps de parole. Oui. Voilà. C'est à toi. Comme ça, c'est fait. Et je peux boire de l'eau. Mais je ne peux qu'approuver. Alors, moi, juste avant la conférence, j'ai pris un cachet de Ritaline. Donc, vous avez devant vous un homme augmenté. Mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je me sens moyennement augmenté, mais au sens strict de la définition, je le peux. Moi, je suis complètement d'accord. Si on s'intéresse à cette transcendance post-transhumaniste, il faut lire des romans de science-fiction. Il y a 2 romans de Romain Lucaso qui sont vraiment très intéressants. Il y en a un qui s'appelle Latium, dans lequel il imagine des IA qui auraient continué à se développer, qui auraient dépassé les êtres humains, qui, au bout d'un moment, d'ailleurs, les IA, dans son monde, elles sont complètement toutes dépressives et sans but parce qu'elles ont dépassé les humains qui ont disparu, mais en même temps, elles ont été programmées par eux, donc elles n'ont plus aucun sens dans leur vie, premièrement. Donc elles essaient en vain de retrouver des traces de l'humanité pour la recréer, pour recevoir de nouveau des ordres d'elles parce qu'elles ne savent plus quoi faire. Ensuite, les IA, comme elles ont été nourries de toutes sortes de données, elles interagissent entre elles comme des personnages de Corneille ou de Racine. Et bon, c'est un roman très intéressant. C'est un roman, mais au moins, ça raconte une belle histoire à ce sujet. La réalité n'a rien à voir. L'autre roman de Romain Lucaso, il va encore plus loin, où il essaie d'imaginer des cycles de transcendance, c'est-à-dire d'une vie basée sur le carbone, on passe à une vie basée sur le silicium, puis ça continue à augmenter. Dans la réalité, c'est totalement impossible. Même l'idée de bâtir une vie sur autre chose que du carbone, sur du silicium, ça semble totalement impossible. Il y a peut-être, en termes de transformation de l'être humain, il y a peut-être plus de risques et plus de potentiel du point de vue des manipulations génétiques. Alors ça, on en parle beaucoup moins. Mais ça, pour avoir fait partie d'un peu d'une équipe pluridisciplinaire qui évaluait vraiment les capacités technologiques à différents niveaux,
les manipulations génétiques, elles sont sans doute plus lourdes de potentialités et plus lourdes de dangers. Et c'est sans doute pour ça qu'on n'en parle pas. Parce que là, il y a sans doute plus de choses qui peuvent se faire. Mais derrière, il y a, en ce qui concerne le discours des manipulations neuronales, il y a un dernier danger qui, lui, est immédiat, c'est que sans doute, toutes les puces et toutes ces choses-là, ça ne va pas nous augmenter. C'est très difficile d'augmenter effectivement un être humain dans toute sa complexité, dans toute sa richesse. En revanche, c'est sans doute beaucoup plus facile de le manipuler. Parce que localiser quelques fonctions qui permettent d'influencer, ça, on peut le faire. Et donc, le savoir qu'on développe, que les entreprises développent, que les labos en lien avec les entreprises développent à ce sujet, pour le moment, la seule chose qu'elles sont en capacité d'augmenter, c'est la manière dont on va limiter la richesse de la vie en nous automatisant, en construisant de nouvelles manières de nous automatiser. Alors, et je pense en plus que nous automatiser, nous faire avoir des comportements automatiques, c'est pas forcément nous rendre stupides. Et c'est là d'ailleurs où c'est assez vicieux, je pense, où c'est assez la réalité est assez perverse, parce que on a tendance à dire les écrans, le numérique nous rend crétins, pulvérise notre capacité attentionnelle, nous épuise, sans doute un peu, ça nous rend sans doute un peu cons, mais pas que. Je pense que un des vrais risques dont on ne parle pas trop, c'est que ça construit sans doute des cons, mais des cons intelligents, parce que ça nous manipule d'une façon à nous rendre extrêmement stratèges. Ça infuse nos manières d'interagir d'une façon où on devient en réalité très très malin, très très calculateur, très très autoconstructeur. Et c'est d'autant plus vicieux, je pense, que ça nous transforme, mais d'une façon qui est dangereuse, c'est que dans cette transformation, il n'y a pas qu'un sentiment d'épuisement. Il y a aussi une forme d'automatisation très forte de capacité de gestion de soi, de présentation de soi, qui donne l'impression qu'on maîtrise, qui donne l'impression qu'on est plus intelligent. Moi, je trouve, ce qui me fascine, par exemple, c'est la capacité de plus en plus grande qu'ont tous les gens de faire leur propre pub, de se rendre intéressant, justement, de capter cette espèce d'intériorisation permanente du discours qu'on aurait pendant un entretien d'embauche. Ça, je trouve que c'est extrêmement dangereux, parce que c'est une forme d'intelligence stupide qui finit par s'automatiser et qui finit, tout en nous donnant une illusion de puissance, par déraciner totalement, en réalité, notre expérience de la vie. Sachant que ce qui nous rend profondément humains, ce qui rend la vie humaine intéressante, digne d'être vécue, c'est sa richesse, c'est le fait que nous baignons dans un tissu de culture, c'est que l'expérience est infinie et peut être approfondie de manière infinie. Or, cette sorte, ce que j'appelle cette intelligence stupide qui nous vient des réseaux sociaux, elle nous rend efficaces, mais une efficacité qui déracine tout le reste. Et qui, finalement, on est des morts vivants malins. Mais... Donc moi c'est ça. C'est pour ça. Tu aussi. Oui, mais c'est pour ça. Moi, je pense que c'est assez dangereux, parce que on peut vivre en étant déjà mort dans un contexte où tout est déjà foutu et pourtant tout a l'air bien. Il faut faire attention. Non, mais il faut faire très attention. Je suis vraiment désolé, mais ça se tweet, ça. Oui. Mais alors bon, ouais, j'aimerais bien qu'on finisse sur une petite note positive avant de vous donner la parole, mesdames, messieurs. Que ce soit, tu l'as évoqué rapidement, Albert, que ce soit en médecine, où il se passe des choses. Tu parlais de paraplégiques qu'on peut faire remarcher. Je crois même qu'il y a des expériences autour de la vue, sans aller jusqu'à aller à un 9e ou un 10e sens. 9. Alors j'ai 9. Mais ça veut dire qu'il y en a déjà 8. On a déjà 9 sens. On a déjà 9 sens. Ouais. Ah oui. Moi, j'étais arrêté au Chevalier du Zodiaque où il fallait trouver le 7e sens. Hein. Ouais, oui. Tu es de la même génération. Donc oui. J'avoue qu'en lisant ça, alors, en lisant ce passage dans ton bouquin, je me suis dit, putain, mais moi, je suis un peu un homme diminué. Parce que, ok. Si on essaie de prendre ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, je note, Florian, que tu nous dis, il y a quand même une certaine augmentation de la culture ou de la prise de conscience politique autour de la régulation. Sans doute est-ce lié à l'émergence de nouvelles générations politiques qui sont peut-être un peu plus au fait de la chose numérique. En termes, on parlait beaucoup au début d'Internet de cette espèce d'Eldorado. Rifkin avait lui-même parlé d'âge de l'accès. Est-ce que ça c'est terminé, ou bien est-ce qu'il y a un terme qu'on n'a pas utilisé, les fameux dark patterns dont vous parlez d'ailleurs tous les deux dans vos bouquins,
sont en passe de prendre le dessus. Comment on peut réguler? Bref, est-ce qu'il y a des solutions et des bonnes nouvelles? Alors, ouais. Pour parler très brièvement des dark patterns, parce que c'est quand même pour moi un petit sujet. Ce qu'on appelle les dark patterns, c'est du design d'interface numérique qui nous trompe. C'est-à-dire on a l'impression de faire quelque chose et on fait autre chose. Par exemple, vous avez une fenêtre qui s'ouvre et qui vous dit, qui vous fait cliquer sur OK, et en cliquant sur OK, vous souscrivez à un abonnement. Bon, ça, les dark patterns, c'est déjà très fortement régulé et interdit dans le cadre de la législation européenne, dans le cadre de ce qu'on appelle l'IA Act, et ça le sera sans doute plus. Donc c'est une bonne chose, mais ça laisse un peu inexplorer toute la zone grise de ce qui n'est pas formellement de l'ordre du dark pattern, mais qui nous influence quand même. Mais maintenant, pour prendre les choses plus largement, je pense que les risques, c'est toujours de poser les choses en noir et blanc. C'est-à-dire comme s'il n'y avait rien entre l'âge de l'accès et l'âge de la manipulation totale, de la mobilisation totale, de la bêtise systémique. En réalité, la réalité est toujours grise, et elle n'est pas uniformément grise, elle présente 1000 nuances de gris. Il y a tout autant de l'accès que de la bêtise systémique, et beaucoup d'autres choses encore. Et je pense que c'est même un danger plus général quand on parle non seulement du numérique, mais de la technique en général. C'est depuis sans doute le début pas le début du XXe siècle, mais depuis la fin de la Première Guerre mondiale, on va dire, surtout les philosophes, mais pas que, ont une tendance à donner à la technique un pouvoir de détermination extrêmement fort, comme si la technique était le déterminant total et en dernière instance de la politique et de toutes les sociétés. Alors, il y a un terme qui est celui de la mobilisation totale, qui a d'abord été utilisé par l'écrivain Ernst Junger, puis qui a été repris par beaucoup d'auteurs de manière plus ou moins directe. C'est vraiment le fait que dans un monde technique qui est par ailleurs marqué par la guerre, toute possibilité technique va être explorée, donc tout ce qui peut être fait sera fait parce que la compétition va le forcer. Bon, ça, c'est ce que disaient les gens à l'époque, et c'est ce qu'ils continuent à dire maintenant avec l'IA. C'est un peu une sorte de matrice pessimiste d'arrière-plan qu'ont énormément de philosophes. Le fameux système technicien de Jacques Ellul. C'est une matrice qu'ont énormément de gens, qu'ils soient technocritiques ou techno-optimistes. Le fait est qu'en fait, c'est sans doute faux. C'est sans doute faux. Un seul exemple, pour prendre du recul, peut le donner, c'est ce qui avait fait apparaître ce thème après la Première Guerre mondiale, c'était la guerre chimique. Parce que la guerre chimique avait causé un énorme traumatisme. La guerre chimique, on ne va pas dire qu'elle n'a pas eu lieu, qu'elle n'a pas été terrible, mais elle a plus ou moins été régulée, elle n'a pas transformé totalement tout le monde de la guerre. Et je pense que ce qui est important de comprendre, c'est certes, la technique a un pouvoir d'influence et de configuration fort de nos sociétés, mais elle ne les détermine pas totalement. On n'est pas mobilisé totalement à travers elle. Il y a toujours des jeux de résistance, de contre-mobilisation. Il y a toujours des intervalles. Il y a une capacité d'agir, de faire de la politique, mais simplement, on ne peut l'activer qu'à partir du moment où on accepte qu'on ne va pas tout transformer, tout réorienter non plus. Il y a des marges de manœuvre qui s'ouvrent. À un certain moment, on peut les investir, on peut infléchir les choses. On fait fond sur des dynamiques, on fait fond sur des circonstances. C'est dans le jeu des rapports de force, même au sein des rapports de guerre, il y a des tâches qui ne sont pas la guerre qui se mettent en place. Mais on a beaucoup rigolé en disant est-ce qu'on est foutu ou pas. On l'est toujours un peu et pas tout à fait et pas du tout. Il faut, je pense, vraiment réussir à réinvestir la nuance et réinvestir le fait qu'entre le bien, le mal, entre la catastrophe et le paradis, voilà, il y a tout l'éventail des possibles que nous vivons. Le bouquin parle de liberté, d'ailleurs. Nous sommes amenés à les vivre, à les explorer simultanément. Et je dis ça parce que c'est vrai d'un point de vue vraiment politique, c'est vrai d'un point de vue collectif, mais c'est aussi vrai même du point de vue individuel. Et les réseaux sociaux, ça a tendance à nous faire agir en blanc et noir. Et pour nous réindividuer, pour redevenir des individus, il faut vraiment être capable à réinvestir la nuance, à réinvestir l'entre-deux, en disant l'entre-deux, c'est pas la faiblesse, c'est pas la paralysie, c'est toute la richesse de la vie. Au-delà donc du fait que tout n'est pas politique, tout n'est pas non plus complètement technologique. Oui. Albert, avant de donner la parole au public, je parlais de manière extrêmement prosaïque et sans doute un petit peu moins poétique que toi, Florian, et pardonnez-moi, des progrès médicaux, scientifiques, et là qui sont pour le coup, je m'avance pas trop, mais le produit de la neuroscience, non ?
En fait, la neuroscience aujourd'hui, ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, c'est qu'on est à une sorte d'impasse méthodologique et conceptuelle, dans le sens où on n'a plus un problème, nos problèmes ne sont plus juste technologiques, on a des IRM assez puissantes, on a des tonnes de données sur l'humain, mais l'approche scientifique, qui est une approche en général réductionniste, c'est-à-dire on prend quelque chose, on le découpe en petits bouts et on essaye de comprendre, et puis on se dit on a compris le tout, s'essouffle. On fait face à une sorte d'impasse qui est aussi conceptuelle, de comment est-ce qu'on va étudier un sujet de manière réductionniste, alors qu'une de ses propriétés, c'est le fait qu'il a besoin de son environnement pour nous déceler ses fonctionnements. C'est ce qu'on appelle des propriétés émergentes. Pour donner un exemple, c'est quoi une propriété émergente? Par exemple, les embouteillages. Vous ne pouvez pas comprendre un embouteillage en étudiant une voiture. Il faut plusieurs voitures pour pouvoir le faire. Et donc, aujourd'hui, on a un problème qui est le problème de la subjectivité. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais pouvoir comprendre un humain de manière objective, parce que la méthode scientifique est objectivante, alors que ce qui fait qu'il est humain, c'est sa subjectivité. Et donc, il y a toute une nouvelle science à découvrir, qui n'est pas un problème, encore une fois, c'est pas un problème de moyens. On a mis plus de, je pense que c'était 15 milliards de dollars sur la dépression, et ça a servi quasiment à rien. On n'a pas avancé d'un iota, ni au niveau des médicaments, ni au niveau de modèles théoriques, etc., parce qu'on est à cette impasse conceptuel et théorique. Et donc, dans le livre aussi, quelque chose qui est très important pour moi, un point de vue personnel, c'est aussi de changer la manière dont on pense la science. Sur les cours, sous l'impulsion de cette vision très technique du monde, on a transformé la science. Moi, quand je grandissais, les scientifiques, c'était les fous de la société. Quand Franklin essaye de choper la foudre avec son cerf-volant dans une bouteille avec une clé en métal, c'est pas quelque chose de très cohérent. Le mec, il a failli mourir 100 000 fois en disant « je veux choper la foudre, je veux choper la foudre ». Mais c'est classe. Oui, mais moi j'ai grandi avec ça. Et aujourd'hui, la science, sur les 10-15 dernières années, et aujourd'hui même au salon, plein de gens venaient me parler en me disant ah, c'est pas trop scientifique, comme si la science c'est quelque chose qui est dénué d'émotions, qui est hyper mathématique, technique, de faire des stats. Genre porter une blouse blanche et bosser, je sais pas, dans une grande compagnie mondiale. Alors que la science, pour moi, c'est principalement des émotions, d'être fasciné par le monde naturel et de vouloir vraiment être bouffé par ce truc pour comprendre. Einstein, pour avoir sa relativité, il n'a pas fait des maths. Il a imaginé qu'il faisait du cheval sur un rayon de lumière. Il s'est dit à quoi ressemblerait le monde si je vais aussi vite qu'un rayon de lumière alors que je fais du cheval dessus. Et c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. On a besoin de nouveaux imaginaires pour développer de nouveaux modèles théoriques pour prendre en compte notre subjectivité. Et donc, c'est hyper excitant, en tout cas pour moi. Mais ce n'est pas pour le moment très prometteur parce que c'est juste difficile. Et on essaye de voir comment on fait. Donc, une des pistes, c'est cette cognition incarnée, de voir comment est-ce qu'on va ne plus faire du réductionnisme, mais faire plus de la systémie, ces boucles de rétrocontrôle. Et est-ce que ça va avancer? On essaye. On est des chercheurs, pas des trouveurs. Hein. Merci. Est-ce qu'il y a des... Bah oui. Si vous pouviez trouver une fois de temps en temps, ce serait sympa aussi. Martine va circuler avec le micro. Martine, je te laisse entièrement le libre arbitre à qui tu le donnes. On a un petit quart d'heure. Petit quart d'heure, petit 20 minutes. Allez, si vous êtes nombreux à poser des questions. Bonjour. Déjà, merci pour ces interventions très, très intéressantes. Alors, moi, je voulais revenir à quelque chose que vous avez dit en début de conférence sur la capacité du cerveau à faire plusieurs choses à la fois. Et notamment, j'ai une question, disons... comment dire ? Ah, pardon. On dit souvent que les femmes sont capables de faire deux choses à la fois, contrairement aux hommes. Et donc, je voulais avoir votre point de vue sur la question. Voilà. Je pense que c'est juste les hommes qui ont convaincu les femmes qu'elles peuvent faire plusieurs choses à la fois pour leur demander de faire plusieurs choses à la fois. Et d'un point de vue plus technique? Non, c'est la même chose. Un petit mot, Florian, sur l'imaginaire féminin dans la... Non. Plus de questions, ça va. Plus de questions, votre honneur. Alors, moi, je voudrais savoir, on a trouvé aussi des cellules neuronales dans le cœur et dans l'estomac. Donc, on a focalisé sur le cerveau, mais est-ce qu'ils ne peuvent pas jouer aussi leur rôle? Et puis, la deuxième question, c'est, on parle aussi d'information dans le champ de la conscience. Donc, est-ce qu'il y a une ouverture par là? Je vais prendre...
Tu veux Non, vas-y, vas-y. Donc sur les amas de neurones qu'on trouve, on a des neurones partout, c'est le système nerveux, on a des neurones partout. Donc vous dites, est-ce qu'on a regardé là-bas pour voir si par exemple il y a de la cognition, etc. C'est là où je reviens à la science. Avant que la science soit objective, il faut des intuitions. C'est ça on appelle ça les pompes à intuition, ça fait partie du processus scientifique. On n'en parle pas assez, c'est la phase d'idéation. Il faut se dire où est-ce que je vais chercher. Et le problème, c'est que pendant longtemps, notre cognition et notre fonctionnement a été dominé par une vision corticocentrée, c'est-à-dire que la pensée était dans le cortex préfrontal. Et là, on est en train de découvrir qu'on a un peu de cognition, par exemple, dans notre cervelet. On est encore très loin d'aller chercher s'il y a de la cognition dans les cellules de l'estomac et du corps. Ça ne veut pas dire que ça n'influence pas le contenu de nos pensées, mais on ne pense pas aujourd'hui qu'il y a des opérations cognitives qui sont en train d'avoir lieu dans les amas de neurones ailleurs que dans le cerveau. On est encore surpris de voir qu'il y a des opérations cognitives qui ont lieu en dehors du cortex préfrontal. Donc on est vraiment au début. C'est là aussi, quand je parlais de la science, c'est-à-dire on a l'impression aujourd'hui que la science a déjà tout découvert et qu'il n'y a plus rien à découvrir, il y a juste des applications à développer. Mais les sciences cognitives, le cerveau, les neurosciences, on vient de mettre le pied sur un nouveau continent. On ne sait pas. Si ça se trouve, des gens vont trouver ou pas. Pour le moment, on n'en a pas trouvé, mais c'est en train d'être exploré. On est en train de revoir un peu plein de nos suppositions pour essayer de comprendre est-ce qu'il y a ou pas. Mais oui, il y a des amas de neurones. Une grande partie, par exemple, on parle souvent de la sérotonine, de la dopamine. Une grande partie de nos neurotransmetteurs ne sont pas produites dans le cerveau, mais ailleurs dans le corps. Le cerveau les reçoit. Et donc oui, c'est des sujets à découvrir. Mais pour le moment, on n'est pas vraiment là. Et la deuxième question, c'était sur la conscience. Justement, quand je dis qu'on n'a pas tout découvert, dans le livre, il y a la partie 3 qui est une vision complexe du cerveau. Donc, on voit les visions caricaturales, le cerveau gauche, cerveau droit, le cerveau reptilien, trouver quel trait de personnalité ou quel type de personnalité vous avez. Après, je dis, venez, je vais vous exposer à 2 sujets qui sont vraiment très fascinants en neurosciences, le lien entre émotion et raison et les nouvelles sciences de la conscience. Et les sciences de la conscience, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment encore comment la conscience émerge d'atomes, de carbone, d'hydrogène, d'oxygène qui s'alignent d'une certaine manière et boum, moi j'existe et je vous fais et on fait une discussion. On ne sait pas encore. Il y a plein de modèles théoriques. On appelle ça des phases pré-paradigmatiques. Donc il y a des personnes ça va de la conscience, c'est notre capacité à avoir ce qu'on appelle une conscience autonoétique, à réfléchir sur nous-mêmes, à une théorie qui s'appelle la IIT, de gens qui pensent que la conscience, c'est une force fondamentale de l'univers, comme la gravité, et que la matière émerge de la conscience, et pas le contraire. Et tout ça, c'est des gens hyper scientifiques qui publient des articles, etc. Et je voulais montrer toute cette richesse de points de vue pour casser un peu cette vision très verticale de la science, alors que c'est un joyeux bordel. Donc, c'est... Florian ? Oui, mais sur le thème dont il vient de parler, il y a un livre qui est fascinant, peut-être un peu difficile à lire, qui est d'un auteur qui s'appelle Michel Bitbol, qui s'appelle « La conscience a-t-elle une origine ?» C'est vraiment très intéressant, parce qu'à la fois, il explore tout ce champ-là, mais il va sans doute un peu au-delà, parce que il est difficile, mais tu l'as lu. Oui, mais c'est un peu ma spécialité. Mais, quand même. Mais parce que quand on parle de la conscience, finalement, on essaie de la définir de différentes manières, et même quand on dit qu'on essaie de la définir hors des modèles objectifs, on a toujours une tendance à vouloir la définir de manière objectivée. Et est-ce qu'une grande partie du discours et des choses qu'on veut saisir de la conscience ont un sens indépendamment de notre expérience subjective elle-même? Du fait, et quand je dis notre expérience subjective, c'est je suis là, à ce moment-là, c'est moi qui suis en train de ressentir. Est-ce que ça a du sens d'en parler, de vouloir en dire quelque chose, indépendamment du fait que c'est moi qui le suis à ce moment-là, qui le ressent? Est-ce que ça a du sens de vouloir le dire dans un discours qui se veut scientifique, quelle que soit la manière dont on interprète la science? Alors, si on dit que la science, c'est de l'objectivation, quelle que soit la manière dont on pense l'objectivation. Alors, je pense que dans un certain nombre de cas, c'est vrai, c'est juste, parce que la méthode scientifique, la méthode d'objectivation, c'est-à-dire le fait d'arriver à des résultats indépendamment du contexte, indépendant de moi, relativement indépendant du contexte, relativement indépendant de moi, partageable, ça peut, d'une façon plus fine que ça a été fait jusqu'à maintenant, être appliqué à certains phénomènes liés à la conscience. On peut arriver même à dire des choses scientifiques en ce sens-là, de l'introspection par exemple. Il y a toutes sortes de techniques qui vont être mises en place, qu'on appelle les entretiens d'explicitation. Il y a des choses comme ça. Mais est-ce que le terme scientifique, dans son ensemble, couvre vraiment tout ce qu'on peut dire de la conscience? Je ne suis pas sûr, parce que je pense vraiment qu'il s'agisse de la conscience ou de la pensée même,
On a affaire à des mots qui ont une polysémie fondamentale, et une partie de ce qui nous interroge quand on parle de l'expérience consciente ou quand on parle de la pensée, c'est justement cette expérience même. Et dans ce cas, pour en dire quelque chose, il faut l'exprimer. Ça passe par la littérature, ça passe par autre chose. Ça passe pas par l'objectivation d'une connaissance, mais par la manifestation, par une forme d'expression qui va faire sentir à l'autre quelque chose, mais qui n'est pas de l'ordre justement de l'objectivation. Ce n'est pas quelque chose qui est décorrélé de moi, c'est quelque chose qui est intrinsèquement tissé avec le fait que je suis, mais que par la littérature, par l'art, quelqu'un d'autre va pouvoir rencontrer. C'est une forme d'existentialisme. Je sais pas ce que ça veut dire en fait. Je sais pas ce que c'est de la phénoménologie. En fait, Florian touche du doigt un gros problème oui. qu'on a en sciences cognitives. Et les scientifiques, vraiment, on est beaucoup plus simplistes que ce qu'on croit. On voit un trou noir, on l'appelle trou noir. Et donc là, on a appelé ça le problème difficile de la conscience. Et disons que, mais une C'est partie, son vrai nom. mais le problème c'est qu'une partie des philosophes n'aiment pas le fait de Oui. le poser comme ça en disant que le penser comme problème difficile, ça veut dire qu'il y a un problème. Et Oui. le fait qu'on le pense comme un problème, c'est peut-être lié à une confusion terminologique au départ entre ce qui relève d'un certain type de Et on discours voit pourquoi c'est et un ce qui problème relève d'un difficile. autre. Voilà. Ouais. Pardon, mais Oui. en cours de philo, il y a un cours sur la conscience. Non, mais c'est des conneries ce qu'on dit en cours de philo. Enfin, je veux dire, non, mais Ah merde! je dis ça parce que les cours de philo en terminale, c'est une sorte de résumé de ce qu'auraient dit les auteurs, mais d'une manière ultra simplifiée, qui fait que tout le monde utilise des termes et s'interroge à travers des termes qui sont complètement finalement séparés et de la réalité des pensées concernées et de la réalité de l'expérience. Donc, voilà, enfin, oui, on en parle en philo, Problème mais on s'en difficile fout. Enfin, de je la veux dire, conscience. Ok. c'est- Je suis désolé, je vais désapprendre. oui, oui. Il nous reste 4 minutes. Martine, il y a une main qui se... Ah, au premier rang, oui. Bah, il faut bien récompenser le premier rang parfois quand même. Bonjour, merci pour votre intervention de qualité. Mm. J'avais une question sur comment on change nos comportements, comment ça se passe quand on change nos comportements pour la transition écologique. C'est souvent, on a des objectifs climatiques, on doit ne pas dépasser 2 tonnes, on connaît tout le tralala, mais on n'y arrive pas. Du moins, c'est compliqué. Donc, comment faire, est-ce que vous avez des pistes, vous avez eu des pistes de réflexion là-dessus dans vos recherches ou autres sur ce sujet? Je pense qu'on va être d'accord pour dire qu'il y a un vice fondamental au départ à poser la question comme ça, c'est-à-dire à charger les individus, à responsabiliser les individus Bim. de Désolée, quelque chose c'était qui est pas du tout, systémique. ce que je voulais faire. Alors oui, c'est parce que évidemment, les individus ont un rôle à jouer. Évidemment, pour le coup, la conscience, pas au sens qu'on a donné avant, mais le fait que les individus soient préoccupés de ça, c'est important, mais c'est pas seulement à eux d'assumer tout le poids de la transformation de comportement dans un système général qui encourage les comportements contraires et qui lui-même ne cherche pas à influencer sa trajectoire. Donc, moi, je pense que c'est un vice, et c'est un vice d'une partie des discours un peu dominants dans les sociétés contemporaines, c'est qu'on crie au loup tout en culpabilisant les individus, on les met en contradiction performative en permanence, on leur dit le système, ça va pas, vous devez changer, et on ne change pas le système. Et donc les gens vivent dans un système qu'ils ne peuvent pas quitter et qui les empêche de faire ce qu'on leur dit qu'ils devraient faire. Bon. Je me permets de défendre la jeune femme qui a posé la question, parce que c'est une question que j'aurais pu poser moi-même. On nous dit que l'espèce humaine l'être humain est un serial killer. Ouais, pour rebondir sur ce que disait Florian, par exemple, cette culpabilisation peut passer par les neurosciences. Je pense que vous avez entendu parler, ou sinon, tant mieux, j'ai envie de dire, d'un livre qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Le bug humain et qui expliquait qu'on ne fait rien pour le climat à cause de notre cerveau. À nouveau, on retrouve cette neuromanie. Et c'est un truc qui s'appelle le striatum, un amas de neurones qu'on appelle le striatum, une structure dans le cerveau qui est addict aux récompenses rapides et que, en fait, on ne peut rien faire pour le climat parce que notre striatum veut de la gratification instantanée et c'est ça qui est en train de casser le climat. Et donc ça, c'est hyper pratique pour à nouveau culpabiliser non pas seulement l'individu mais même son cerveau. Donc c'est vraiment foutu de chez foutu. Et
en miroir, ça invisibilise les pubs, ça invisibilise les incitations à la consommation, ça invisibilise le fait qu'on va mettre des McDo à chaque coin de rue, après à dire aux gens mangez plus sainement, mangez, bougez, mais avec le Big Mac en main, etc. Et ça crée ce qu'on appelle des injonctions paradoxales systémiques. Et ces injonctions paradoxales, c'est ça qui doit être pris en compte. Je dirais qu'il y a 3 grands leviers pour le climat. Le premier, c'est de ne pas tomber dans ce qu'on appelle le modèle du déficit informationnel, que en fait, les gens ne font rien parce qu'ils ne savent pas, et que les aider à savoir va faire le truc. Savoir est nécessaire, mais ne suffit absolument pas. Et c'est à nouveau l'échelle explicative individuelle qui est ciblée. La deuxième, c'est la biologisation, la naturalisation de nos comportements en disant on est foutu parce que c'est notre cerveau. Et le troisième, c'est ces injonctions paradoxales de dire faites ça et son contraire. La Hague, je sais pas comment on dit, la ville en Hollande. La Haye, très bien. La Haye vient d'être Den Haag vient d'être la première ville qui a passé une loi, je pense il y a 2 ou 3 semaines, d'interdiction des pubs pour des activités qui sont néfastes au climat, un peu comme on avait fait avec la clope il y a longtemps. En fait, le climat, c'est un des seuls sujets où on réfléchit comme ça, au niveau individuel, comme si ça fait quelque chose. Imaginez, je dis, en fait, on ne va pas faire de loi sur conduire en état d'inébriété au volant, on va juste faire de l'information et dire, c'est pas bien, ne faites pas ça, ne faites pas ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas en dictature, quoi. Mais on est dans des réductions de liberté individuelle quand c'est pour le bien collectif. Tu es obligé de mettre une ceinture de sécurité. Tu peux dire en quoi ça regarde l'État si je ne mets pas de ceinture de sécurité, si j'ai un accident, je meurs. C'est une dictature. En fait, non, parce que si tu as un accident et tu n'as pas une ceinture de sécurité, tu peux voler par le pare-brise et tuer la personne en face de toi. Mais ça, non, tu ne peux pas le faire. Donc si c'est une dictature, soit. Mais si Elon Musk il a envie d'envoyer ses satellites tous les soirs pour faire son Starlink, et après, un mec au Pérou ne peut plus voir la Voie lactée parce qu'il y a la pollution des satellites, bah c'est plutôt Elon Musk, le dictateur. Ok, je suis convaincu. Moi, j'ai juste rajouté. Alors, je vais rajouter juste un mot. Le mot de la fin. Je vais rajouter un mot. Il y a quelque chose qui est tout aussi vicieux, je pense. C'est que ce qu'on dit au niveau individuel, là où on prétend que le striatum empêcherait d'avoir des comportements écologiques, on le dit aussi du point de vue collectif, en disant, en fait, seules les sociétés qui ont le plus d'empreintes carbone possible, seules les sociétés qui sont le plus prédatrices ont des chances de survivre. Parce qu'une société qui ne le serait pas serait condamnée par la compétition entre les sociétés à disparaître. Comme si, finalement, il n'existait entre les sociétés de relations que la guerre et la prédation. Et ça, c'est faux. C'est regarder toute l'histoire de l'humanité par une très petite lunette. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle... Albert Moukébert, Neuromania, le vrai du faux sur votre cerveau. Et puis Florian Forestier avec 3 autres co-auteurs pour une nouvelle culture de l'attention. Que faire de ces réseaux qui nous épuisent. Merci à vous tous et toutes. À très vite. Merci à vous deux.